Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir Antoine Fenolio, designer, et Cynthia Fleury, philosophe. Oui, si quelqu'un a un stylo et un papier, ce serait pas mal, on va le récupérer. Que vous connaissez sans doute et qui ont écrit il y a quelques années, je crois 2022, un manifeste qui s'appelle la charte du Verstollen, ça veut dire le furtif en allemand, et qui pose un certain nombre de principes sur lesquels ils vont revenir. Avant de leur laisser la parole, vous dire quand même quelques mots. D'abord, comment tout ça est arrivé, en fait, de manière assez simple, comme souvent dans la vie, finalement. C'est que, de par mes fonctions à la métropole, j'ai à voir avec les questions d'enseignement supérieur et de recherche, et que Cynthia Fleury et son équipe sont venus à Bordeaux donc faire une demande pour l'ouverture d'une chaire de médecine narrative. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil tout timide d'une des salariées donc, de la métropole qui suit les questions d'enseignement supérieur, qui devait se dire, bon, quand je vais présenter ce projet au vice-président, il va me dire, non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en réalité, moi, j'étais tout de suite emballé parce que j'avais eu la chance de lire ou d'écouter Cynthia Fleury. Donc, je voyais à peu près de loin, mais j'avais quelques idées de ce que ça pouvait être. Et donc, la métropole s'est engagée. Puis on s'est rencontrés lors de la signature, en fait, de la convention de la chaire. Et à ce moment-là, en discutant de ce qu'on faisait à Saint-Médard-en-Jalles, on s'est aperçu qu'il y avait quand même une convergence un peu de vues. Et je lui ai proposé de venir travailler avec nous sur ces questions donc, du prendre soin. Et donc, je vais commencer par là, en fait, parce que depuis quelques jours, du fait de la conférence, bien sûr, je vois des questionnements arriver. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le prendre soin, qu'est-ce que ça veut dire? De quoi il s'agit? Tout ça n'est pas très clair. Et en fait, je me suis demandé pourquoi cette question venait finalement. Parce que prendre soin, finalement, tout le monde sait ce que ça veut dire à peu près. Bon. Alors certes, il y a plusieurs manières d'aborder le sujet. Pour moi, il est très transversal en réalité. C'est prendre soin de notre environnement, de notre patrimoine, prendre soin, bien entendu, des uns et des autres, et donc la dignité, le respect qui est dû à chacun, à la fois dans nos comportements individuels, mais aussi dans la manière dont les institutions abordent leur rapport à l'hôpital, aux patients, l'éducation aux élèves, etc., etc. Puis des professionnels aussi qui interviennent à l'EHPAD, à l'hôpital, dans les écoles, bref, dans l'ensemble des services publics. Et finalement, si on se pose cette question ainsi, qui est un peu étrange, mais pourquoi s'occuper du prendre soin? C'est sans doute que, justement, nous sommes dans un monde en ce moment où cette question a été un peu, peut-être pas mis de côté, ce serait excessif, mais en tout cas reléguée comme un objectif un peu secondaire, au regard d'autres objectifs économiques notamment, qui se sont imposés, comme si l'économie était devenue l'alpha et l'oméga de nos vies, finalement, comme si elle finissait, de par sa logique et ses raisonnements, par englober tout le reste, et que la logique d'efficacité à l'hôpital, par exemple, voilà, ce rapport, la tarification, tous ces débats dont vous avez entendu parler, la manière dont les institutions ont évolué uniquement sous un prisme finalement budgétaire, c'est-à-dire un rapport très rationalisant au sens de l'efficacité économique, c'est-à-dire quels moyens je mets en face de quels besoins et comment je fais en sorte que tout ça me coûte le moins cher possible. Voilà. Et on est rentré dans cette logique et finalement, après 20 ou 30 années où tout ça s'est largement diffusé à travers la formation des fonctionnaires, à travers les discours publics, à travers la presse, à travers les médias, finalement, cette pensée, elle est devenue un peu dominante. Et dès qu'on aborde sous un autre angle les sujets, en disant, mais est-ce que c'est ça vraiment la question? Ou est-ce que la question, finalement, qui nous est posée, c'est pourquoi notre monde va si mal? Pourquoi on a une crise climatique? Pourquoi on a des démocraties qui fonctionnent mal? Pourquoi dans certains pays on a une montée de l'autoritarisme, voire du fascisme? On voit ce qui se passe aux États-Unis notamment en ce moment. Et
comment pouvons-nous réparer ça? C'est quand même revenir aux objectifs avant de poser la question des moyens. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un monde où on a mis la question des moyens économiques en premier, et ensuite on s'interroge si on va pouvoir arriver à nos fins, c'est-à-dire à ce qui devrait commander justement les politiques publiques et nos choix. Et puis l'actualité, hélas, je vais conclure par ça, est quand même très riche de cette problématique. Je vais vous prendre 2 phrases parce qu'on fait face à un déluge médiatique quotidien en provenance des États-Unis. Donc c'est difficile de faire un tri parce qu'on est un peu sous le choc de tout ce qui arrive finalement, de tout ce qui se produit sous nos yeux. Et comme le disait un écrivain, il faut essayer de voir ce que l'on voit. C'est-à-dire que comme on est un peu sidéré, on est encore dans une phase où on se dit bon, non, mais tout ça, c'est de l'agitation qui va passer, c'est pas possible. Quand même, les États-Unis, c'est pas ça, etc., etc. Donc, il y a une sorte de protection, je pense, qui s'enclenche en nous pour ne pas voir la réalité des choses. Idem sur la question climatique. On sait tous que c'est pas demain, c'est déjà chez nous. On le voit. Alors là, on a la chance d'être climatisé par la forêt. Ce soir, mais on le voit avec les températures, on le voit avec ce qu'on a vécu à Saint-Médard-en-Jalles avec la tempête de grêle, on le voit tous les jours dans tel ou tel endroit du monde, telle région de France, etc. Mais je reviens donc à mes 2 phrases qui m'ont absolument sidéré et qui posent en réalité la question de l'humanisme, vraiment, tel qu'on l'a connu avec une civilisation qui s'est construite. Je ne vais pas me lancer dans une trop longue histoire, mais en tout cas, on voit bien à quoi on fait référence, et notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale, ou après 2 guerres mondiales qui ont été une véritable boucherie, après l'extermination de 6 millions de Juifs en Europe, après l'utilisation de l'arme atomique au Japon, il y a eu quand même une prise de conscience qu'il fallait revenir à un humanisme qui était une philosophie chrétienne d'une part, issue des Lumières d'autre part. Enfin, il y avait beaucoup d'éléments qui ont constitué cette civilisation. Et là, ces 2 phrases qui m'ont beaucoup marqué venant de M. Musk. Alors vous me direz, ce n'est pas une référence, certes, mais il a quand même un poids très important aujourd'hui, médiatique, politique, et puis il exprime aussi une pensée des gens avec lesquels il travaille. Il a dit, premièrement, que l'empathie était la grande faiblesse des civilisations occidentales, ce qui est une phrase ahurissante. C'est-à-dire qu'en fait, on balaye tout l'humanisme d'un revers de main et on dit tout ce qui compte, c'est la force, c'est l'efficacité, c'est la brutalité. L'empathie, c'est une faiblesse. Bon, première phrase qui, moi, m'a particulièrement choqué. Puis il y a une 2e phrase qui est un détournement d'un slogan féministe, qui a été employé, lui, par M. Trump, qui est « ton corps, mon choix », qui est absolument hallucinant parce que, alors on pense bien sûr à la question des femmes, parce que tout ça est venu à travers les débats sur l'avortement, toute une série de questions, mais pas uniquement. Cette phrase, elle est prononcée dans un pays qui s'est bâti en partie sur l'esclavage. Donc il y a aussi cette référence évidemment raciste, qui est qu'une partie en tout cas des corps appartiendrait à d'autres. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Et puis quand on sait comment tous ces gens s'occupent de leurs entreprises respectives, c'est aussi l'idée du travail. C'est aussi la question de la souffrance au travail. On sait que M. Musk, quand il arrive dans une entreprise, il commence par virer la moitié des gens, voire plus, et puis les autres, c'est marche ou crève, quoi. Donc c'est tout ça aussi, cette phrase. Voilà. Et donc à partir de ces 2 phrases, et puis de l'actualité tragique qui occupe nos écrans tous les jours, à Gaza, en Iran, dans toutes les parties du monde qui sont en guerre, eh bien on se dit que finalement, il faut peut-être en revenir à des choses assez simples. La dignité humaine qui est due à chaque personne, le respect et la protection de notre démocratie, les valeurs qui ont fondé un peu notre civilisation, et tout ça, ça peut s'appeler le prendre soin. Ça peut être une forme, en tout cas, du prendre soin. Alors vous me direz, ça y est, le maire, il est parti dans des considérations très compliquées. Mais en fait, c'est très simple ensuite au niveau local. C'est
un centre municipal de santé qui a ouvert. C'est isoler, rénover toutes nos écoles primaires. C'est ce parc qui a été mis à disposition de la population et d'autres qui vont suivre. C'est le soin que nous portons à l'environnement. Vous savez qu'on est capitale biodiversité cette année. C'est la manière dont on aborde aussi la gestion d'un EHPAD public avec des questions très concrètes et très précises. Donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'en réalité, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on se pose la question du prendre soin. Comme si ce n'était pas évident, comme si ce n'était plus évident, en fait. C'est que nous avons acté, d'une certaine façon, qu'en effet, nous sommes passés à une autre phase qui est basée plutôt sur le rapport de force, sur les considérations d'efficacité économique et budgétaire notamment, et que le soin, c'était un peu une niche à part, oui, il fallait quand même être sympa, mais que c'était plus au cœur de notre projet. Et ce qu'on veut dire tout simplement, c'est que nous, on pense exactement le contraire. C'est que c'est à partir de la dignité, du respect des vulnérabilités qu'on peut prendre soin et qu'une démocratie peut vivre, en fait. Parce que une démocratie dans laquelle des pans entiers de la population ne sont plus traités avec le respect qu'ils méritent ou qu'elles méritent, et qui ont perdu un sentiment de dignité, donc une capacité d'agir et d'intervenir dans l'espace public, parce que quand vous avez perdu, parce qu'on vous a mis dans des situations d'indignité pour des tas de raisons, de violence institutionnelle, économique et autres, vous vous repliez et vous ne participez plus à la démocratie, en fait, ce qu'on appelle les invisibles. Enfin, il y a eu les gilets jaunes, il y a toutes sortes de questions qui surgissent. Voilà ce que je voulais vous dire un peu en introduction de ce qui nous a conduit finalement à ce travail en commun. Je voudrais remercier très chaleureusement Cynthia Fleury, Antoine Fenolio, Marcella Moussi, que je ne vois plus, qui est là, ouais. Audrey, enfin toutes les équipes qui sont intervenues pendant un an. Vous avez pu observer sur les panneaux la qualité du travail qui a été réalisé. Il y a des cahiers qui en témoignent et que vous pouvez télécharger avec un petit QR code. Remercier les équipes de la ville aussi qui se sont beaucoup investies, les salariés de l'EHPAD, puisqu'il y a eu des projets à la fois à l'EHPAD, à l'école de la Garenne, donc remercier les enseignants, les parents qui ont joué le jeu. On a eu des témoignages très touchants tout à l'heure des salariés de l'EHPAD Simone de Beauvoir, et puis on a fait une visite aussi émouvante tout à l'heure. Bref, tous ceux qui ont participé à cette belle aventure. Et voilà, et maintenant, je vais laisser la parole à Antoine, à Cynthia, et puis ensuite, on pourra échanger sur tout ça. Merci beaucoup d'être venus malgré la chaleur, mais vous avez vu qu'on a tout prévu, et donc vous êtes à l'ombre. Alors, comme on est en pleine nature, il y a quelques petites bêtes. Voilà, bon, on ne vous en voudra pas si vous en tuez nous deux. Bon, on sait comment ça se passe. Hein. Le prendre soin a ses limites aussi dans la vie. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence très nombreuse malgré cet horaire. Et puis, je vais laisser la parole à Antoine, je crois. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Alors, moi j'habite dans une ferme en Creuse, donc le premier que je vois tuer une petite bête, je peux vous dire, c'est une ferme en permaculture, donc on ne tue pas les petites bêtes, parce qu'on se dit souvent que s'il y a plus de petites bêtes, c'est qu'on est mieux pour l'écosystème en général. Et oui, je suis designer, et on se demande bien ce qu'un designer vient faire dans cette affaire, du prendre soin, de la philosophie et de Saint-Médard. Alors le designer, dans le long parcours qu'il a eu, a beaucoup dessiné de chaises, de voitures, de choses formidables, très belles, et qui était un peu, pendant tout ce témoignage, on va dire, il y avait un grand designer français qui vivait aux États-Unis dans les années 50, qui s'appelait Raymond Lévy, qui disait « La laideur se vend mal ». Donc le designer était là pour que ça soit beau et que ça se vende bien. Mais l'époque change, comme sur beaucoup de sujets, et aujourd'hui, les designers s'intéressent toujours avec un axe de création à la manière dont ils peuvent donner un dessin à dessin, EIN, à la manière dont ce qu'on dessine a un sens en fait politique, a un sens d'un dessin EIN pour la société. Et la différence qu'il y a aussi, c'est que avant les designers étaient un peu des figures peut-être un peu tutélaires, reconnues
pour une signature. Et aujourd'hui, nous, designers, enfin je vais parler pour moi, pour être plus simple, je pense qu'on se perçoit plus comme des diplomates d'un certain nombre de situations qu'on nous met en questionnement. Et ces situations, on doit essayer de les résoudre de manière créative. Et aujourd'hui, quand on travaille sur cette question du prendre soin, le prendre soin, pour un designer, il est un petit peu comme une amélioration de la question. C'est-à-dire que si on se dit, on veut par exemple rénover une place publique, on veut modifier un accueil dans une mairie ou pourquoi pas dans une entreprise, si on regarde les choses sous l'angle du prendre soin, c'est-à-dire on regarde la manière dont on va créer les choses en ayant conscience de ce dont il faut prendre soin, en fait, ça change vraiment énormément votre regard. Et il y a une citation que j'aime bien dans la charte qui est « On prend soin de ce qui nous inspire ». Et c'est un peu un exercice qui est assez intime, en fait. Et moi, c'est ce qui me frappe dans tout le travail qu'on fait avec Cynthia depuis 10 ans, c'est que cet exercice intime, il permet un engagement politique collectif. Mais cet exercice intime, il est de savoir reconnaître ce qui nous touche, ce dont on a envie de prendre soin. Et c'est super dur. C'est super dur de le faire collectivement. C'est super dur de le faire de façon citoyenne. On peut le faire peut-être en famille, on peut le faire en amour, en amitié. Mais là, tous ensemble, quand on est en train de travailler sur la manière dont on peut prendre soin d'une ville, c'est pas évident pour chacun d'arriver, de faire connaissance et de se dire, moi, ce qui me touche particulièrement, c'est par exemple la vulnérabilité de ces adolescents en lien avec la question de la santé mentale, qui est quelque chose qui est sorti dans un des ateliers. Il faut avoir le courage de le dire, il faut avoir le courage de dire que c'est un truc qui nous touche personnellement et qu'on a envie d'en faire quelque chose. Et dans cette dimension finalement assez intime, la question du design, c'est de dessiner ce qui ressort de ça. C'est de dessiner ce que cette émotion, cette sensibilité, souvent un peu tue, qu'est-ce qu'elle va donner sur un terrain, qu'est-ce qu'elle va changer du terrain, qu'est-ce qu'elle va changer de la manière dont on va améliorer l'accueil des adolescents dans tel et tel quartier, dans la manière dont on va mieux écouter, la façon dont ils peuvent avoir un parcours de soins en psychiatrie ou dans un autre domaine. Et ça permet vraiment de changer complètement en fait, le paradigme de l'intention, le paradigme de l'énergie qu'on met dans les choses. Ça n'empêche pas de faire de la création, mais ça change beaucoup en fait. Et pour ça, je pense qu'il y a plusieurs points qui permettent de le mettre en œuvre. Et la première chose, c'est d'avoir la chance de rencontrer un certain nombre de personnes qui sont capables d'affirmer cette vulnérabilité dans ce qu'ils sont. Et c'est assez rare. Je te remercie, Stéphane, d'avoir su le faire et de le faire de cette manière, avec une forme de finesse et de détermination qui est forte. C'est ce qui nous a aussi rapprochés avec Cynthia. C'est ce qui fait que dans l'équipe de travail et dans les gens, les citoyens avec lesquels on a travaillé, on a pu trouver cette forme d'énergie commune, mais aussi d'attention les uns aux autres, etc. Et ça, c'est un terreau vraiment super fort et super simple. En fait, je ne sais pas comment le dire, quoi. C'est pas, pour le coup, c'est une forme de politique du quotidien qui est vraiment extrêmement engageante. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense, dans l'évolution du métier du design, c'est pour moi le fait de se coller le terrain, quoi. C'est-à-dire de ne pas être à distance de ce qui est dessiné, créé, etc. Moi, si je fais le choix d'habiter dans une ferme, c'est parce que je veux comprendre, apprendre et faire avec mes petits bras et mon petit savoir ce que c'est que de prendre soin d'une terre. C'est mon choix, c'est quelque chose qui me touche. Je trouve que savoir faire pousser quelque chose, se nourrir, être capable de le faire à plusieurs, je pense que pour moi, c'est quelque chose qui me touche. Donc je le fais et ça bouscule beaucoup la façon dont je crée au quotidien, ça bouscule beaucoup la façon dont je ressens la manière de créer les choses avec les personnes avec lesquelles on travaille. Donc cette deuxième intention, qui est l'intention de faire, il y a une sociologue anglaise dont j'ai oublié le nom qui dit « partager la sueur ». Est-ce que quand on prend soin, quand on décide de prendre soin ensemble,
on est capable de partager la sueur de ce soin? Ou est-ce qu'on est juste en train de dire oui, on va prendre soin de ça, donc on va améliorer telle et telle chose, bon, ben salut. Et puis les personnes qui sont celles qui suent à l'EHPAD et ailleurs pour faire les choses, ben, c'est un peu toujours les mêmes en fait. Donc ça aussi, c'est pour moi quelque chose que le design doit pouvoir amener dans d'une forme de conception. C'est cette question de partager la sueur du quotidien. Et enfin, peut-être pour boucler, avant de donner la parole à Cynthia, je pense qu'on parle beaucoup d'humanisme et je pense que c'est nécessaire. Et c'est aussi nécessaire de voir qu'aujourd'hui, on est interdépendant avec beaucoup d'humains, mais beaucoup de non-humains aussi. Ici, dans cette forêt, il y a autant, voire plus, de sujets. On appelle ça des sujets en botanique, un arbre. Il y a autant de sujets qu'il y a de sujets assis sur une chaise. Et ces sujets, en fait, ils sont tous vivants. Ils sont tous en train d'avoir aussi une propre vie. Et sans eux, en fait, cet environnement dans lequel on est, dans lequel on respire, qui nous protège et qui nous donne de l'ombre, etc., il n'existe pas. Donc je pense qu'il faut aussi voir comment cet élan de reconnaître ce vivant-là, qui nous soutient, dont on a besoin, fait partie de la dimension du prendre soin. Oui, je vais aller dans le même sens de ce qui a été dit. Alors pourquoi nous, les humanités cliniques, je vais raconter un peu ce que sont les humanités cliniques, puisque en deçà de la charte du Verstollen qui a été évoquée, donc qui est cette charte, rapidement pour ceux qui ne le savent pas, et vous êtes nombreux, c'est une charte en 10 points qui vient reprendre 5 ans de séminaires de recherche autour des nouvelles manières d'habiter le monde. Donc de faire face à toutes les questions transitionnelles qui sont les nôtres, que ce soit la question de la transition écologique, énergétique, climatique, mais aussi épidémiologique, donc une question de santé, donc tous les paradigmes qu'on appelle One Health, santé des humains, santé environnementale et santé animale. Enfin, bref, on est face à ça. Aujourd'hui, post-Covid, je pense que chacun sait que voilà, demain, nous faisons face à ce qu'on appelle les limites planétaires, mais aussi face à des très très grandes forces de brutalisation de nos états de droit. Et c'est connexe, parce que très souvent, les forces de brutalisation du capital sur les terres et celles sur les hommes, etc., il y a tout un système imbriqué et des boucles comme ça de vulnérabilité. Donc nous, à la chaire de philosophie à l'hôpital, on a été créé il y a 10 ans. On a une chaire hospitalo-académique, mais aujourd'hui rattachée à un consortium des humanités cliniques. Et les humanités cliniques, c'est quoi? C'est toute la portée diagnostique et thérapeutique des SHS, des sciences humaines et sociales. Et pour nous, c'était très important de démontrer, bien sûr, au départ, auprès de nos collègues médecins, qui font de l'evidence-based medicine, etc., comment, en fait, en venant produire des indicateurs qui sont plutôt ceux des humanités, comment on allait, au contraire, renforcer demain l'alliance thérapeutique entre les patients et les soignants, mais comment on allait faire qu'une institution prenne soin. Alors, dans un premier temps, l'hôpital, ce qui paraît logique, que l'hôpital prenne soin. Vous savez, aujourd'hui, la crise du burn-out des soignants, donc c'est pas si simple, en fait, que l'hôpital prenne soin des soignants et des soignés, puisque nous avons des univers, là aussi, on l'a dit, de rationalisation délirante. Mais dans un deuxième temps, et c'est pour ça qu'on atterrit dans une ville et pas que dans un hôpital, on s'est posé la question, en fait, du prendre soin beaucoup plus générique. Et donc, ça renvoie effectivement aux philosophies du soin de Tronto, de Gilligan et d'autres auteurs. Mais ça veut dire tout simplement qu'on s'est dit, en fait, toute institution a un enjeu de prendre soin, et pas simplement l'hôpital. Et en fait, la première relation à l'institution, c'est sans doute de créer un prendre soin de l'institution vers ses usagers, mais aussi de ses usagers vers l'institution.
Donc, et que dans un moment de très très grande défiance, voire de rejet de l'état de droit, de la démocratie et de désaveu, de perte de confiance dans ce que nous avons quand même créé, co-créé les uns et les autres depuis les années 50. Je parle de façon, voilà, en tout cas en France et ailleurs dans l'Occident, même si la démocratie est plus vieille, mais celle que nous connaissons, entre guillemets, c'est celle-ci, les 70 dernières années. Et en fait, elle est en crise totale. Et donc, la question, c'était pas simplement le prendre soin à l'intérieur de l'hôpital, ça c'est ce que nous faisons à la Chaire et dans le consortium Humanité Clinique, mais de dire non, demain, si un EHPAD nous appelle et qu'il veut prendre soin de ses résidents, des familles, de ses soignants, de ses usagers, etc., on peut répondre, mais aussi demain un commissariat, mais aussi demain une magistrature, mais aussi demain une école, mais aussi demain une prison. En fait, tous les lieux où les uns et les autres nous vivons et nous fabriquons, entre guillemets, l'institution. Puisque nous, notre, entre guillemets, à la Chaire, notre sentiment, c'est que la façon de protéger l'institution, c'est de faire institution. Et donc, si le faire institution est important, ça veut dire directement que la question de l'activation de ce faire, de ces protocoles du faire institution, il faut justement les designer, il faut les penser, il faut les évaluer demain, bien évidemment, ce faire institution, ça renvoie classiquement à ce qu'on appelle la démocratie participative, mais pas que. Ça peut être aussi la démocratie sanitaire tout court, la démocratie universitaire, que sais-je. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas simplement la démocratie associative telle qu'on la connaît. Ça peut être aussi des programmes de recherche-action. C'est une autre manière de faire institution. Ce n'est pas que la démocratie participative. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, Saint-Médard-en-Jalles, ça serait merveilleux que ce soit un grand programme de recherche-action, puisque c'est cela, en fait. Et de dire, voilà, on a pensé une charte, le Verstollen, 10 points à défendre pour vivre mieux, pour tenter de préserver une vie bonne. Et donc, on va essayer tout simplement de donner un terrain à ce Verstollen. Et donc, ça passe par des protocoles avec les écoles, des protocoles avec le centre communautaire de santé, des protocoles demain sur la question du soin aux morts, mais demain d'autres choses. On peut être sollicité par n'importe quel agent, acteur, citoyen de cette ville. C'est ça l'enjeu aussi du Parlement du soin, de comprendre que, en fait, le geste citoyen, il se dit de différentes façons, il est en crise, et donc on refait d'une certaine manière ce que la citoyenneté a toujours fait. Hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est sans doute une nouvelle grammaire, oui, sans doute, des nouveaux outils pour raconter une vieille histoire qui est celle de l'appropriation citoyenne, sans doute, mais qui est en crise. Donc malgré tout, cette nouvelle grammaire, ces nouveaux outils, c'est pas totalement inefficient, parce que ça nous permet de restaurer de la confiance, de restaurer de l'agentivité des uns et des autres, alors qu'on est plus ou moins découragé, désinvesti, désengagé. Et donc, nous, notre travail, dans un premier temps, c'est de produire ces protocoles, de les co-designer avec l'ensemble des parties prenantes et notamment les plus vulnérables. Pourquoi ? Parce que très souvent, ce qui est designé par le plus vulnérable sert à l'universel. Donc c'est une règle et une équation simple de dire, en termes d'efficience, ce qui est fait par le plus vulnérable d'entre nous viendra nécessairement nourrir l'universel. Donc ça, c'est notre équation de principe. En termes d'inclusivité, ça nous paraît aussi important. En termes de résilience demain, d'aller sur les terrains les plus vulnérables, ça nous paraît également important parce que c'est là où va se jouer les premiers effondrements et que donc les questions de résilience vont être essentielles. Donc là aussi, ça modélise. Et au lieu de dire, mon Dieu, c'est des pauvres territoires, les pauvres, les pauvres, les pauvres, de renverser ça en disant, ben non, c'est des territoires d'innovation, c'est des territoires de la future recherche, c'est des territoires de la future conception. Et donc, bien évidemment, qu'il faut au contraire les investiguer et puis le faire de façon sérieuse, rigoureuse, avec des thésards, les meilleures compétences possibles, du temps long. Du temps long, donc 1 an, mais en fait plus, puisque le but du jeu, c'est de vraiment construire cette robustesse, de se poser dès maintenant
la question de la pérennisation, mais la pérennisation pas comme nous la pensons, mais comme Saint-Médard va la penser, va la construire, adaptée à ses besoins. Demain, espérons de faire modèle, mais pas faire modèle au sens de, mon Dieu, il va falloir produire plein de petits Saint-Médard dans le monde, pas du tout, mais de démontrer que faire de la politique publique, municipale, c'est possible, de le faire autrement, de façon forte, de façon frugale aussi, parce que ce n'est pas des énormes budgets, et qu'on est aussi conscient de la vérité de ce qui est aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de repenser le citoyen comme un ethos très participatif, parce qu'on a besoin demain, par exemple, pour faire vivre ces protocoles, que des designers locaux, des architectes locaux, des médecins locaux, etc. Toutes les ressources endogènes se disent, bah, tiens, oui, moi, je peux là, ici, travailler sur cette question, elle est importante. Elle est importante, bien sûr, pour ma ville, mais elle est aussi importante pour mon métier, pour ma pratique. Elle me fait grandir, etc. etc. Donc, c'est ça qu'on essaye tout simplement d'inventer, de tester, d'évaluer et de documenter. Parce que c'est tous les petits cahiers. On essaye d'être le plus transparent possible, mais en intelligence de cette transparence. C'est en fait pédagogue, tout simplement, de faire comprendre ce qu'on est en train de faire et de permettre à qui veut de s'en saisir demain et d'avancer, parce que malgré tout, bien sûr, on a cette envie de faire vraiment de Saint-Médard ce que moi j'appelle un cas princept, voilà, de faire de la politique de manière plus sensible, différemment. Le Verstollen, c'est une charte sensible des politiques publiques, c'est simplement ça. Et puis donc ça, de défendre résolument cela. Voilà, donc c'est... Maintenant, on va devoir poursuivre ce geste, le documenter, comme j'ai dit, scientifiquement, et puis voilà, accueillir les nouvelles parties prenantes, parce que c'est le but du jeu aussi, de ces moments de restitution. Donc vous pouvez aller vous saisir des cahiers, etc. Mais aussi, vous pouvez rentrer, comme disent les jeunes, dans le game. Et donc, voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on a essayé de faire avec ce projet. Et puis, créer cette ville-forêt de manière assez différente. Il existe des villes-forêts, il en existe très très peu, parce qu'il y a des architectes qui ont pensé la notion de ville-forêt, mais de façon, je dirais, très technicienne. Et ça nous inspire, mais c'est des bâtiments immenses avec des espèces de jardins suspendus, et c'est très beau. Nous, on n'a pas tout à fait ça. Pourquoi pas demain? Pourquoi peut-être que Saint-Médard accueillera un grand architecte de renom qui viendra, mais on a essayé de produire et de commencer à mettre en place en fait une forêt qui est l'éthos commun des citoyens, et donc de se dire au moins tous ceux qui vivent à Saint-Médard, à n'importe quel âge de leur vie, ils ont un moment de rencontre constitutive avec cette forêt. Donc ça peut être des patients Alzheimer qui déambulent dans la forêt parce qu'ils ont besoin de déambuler, mais dans un parcours construit. Ça peut être bien évidemment des enfants qui apprennent demain la transition écologique, comme on a vu les petits designers urbains, etc. Ça peut être demain un projet de terramation sur la question du soin et d'un cimetière-forêt quelque part, etc. Ça peut être tout simplement une trame silencieuse et de travailler sur les questions de perspective, de silence. Voilà, en tout cas... Tout d'un coup, c'est quelque chose qui nous restaure. Et puis, on l'a dit, la question climatique est une question clé. Bon, voilà, on s'est dit, cette aventure de ville-forêt, elle peut être déterminante ici pour Saint-Médard parce que sa géographie l'appelle. Et donc, il faut toujours faire un projet qui est déjà, en fait, là et qui était déjà bien enclenché avant nous, mais qui tout d'un coup voilà, se déploie avec quantité d'autres talents à son chevet. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez Antoine et Cynthia dans la forêt avec le chant des oiseaux derrière, c'est déjà un soin quoi, qui nous est apporté dans ce monde un petit peu bruyant. Voilà, donc merci beaucoup pour vos interventions. On va passer maintenant donc peut-être aux questions justement que vous pouvez
avoir sur cette démarche ou de proposition, enfin de tout ce qui vous passera un petit peu à l'esprit comme questionnement ou comme inquiétude que vous pouvez avoir sur la démocratie, sur la crise climatique, sur toute une série de questions. Donc allez-y, la parole est tout à fait libre avec ce micro notamment, parce que sinon on ne vous entendra pas suffisamment. Donc qui se lance? Voilà. Il faut désigner un volontaire ou quelqu'un. Voilà, parfait. Juste, j'avais pas compris ce que signifiait faire institution. C'est une excellente question. Ça, oui. Faire institution, qu'est-ce qu'une institution? Une institution, alors, qu'est-ce qu'une institution? Dites-moi, selon vous. Comme ça, on va jouer directement au jeu de comment définir. Dites-moi ce que c'est une institution pour vous. Ce serait pour créer quelque chose et partager aux citoyens soit un savoir, un soin, plein de choses. Par exemple, tout à fait. Donc ça peut être une des définitions de l'institution. Donc on voit déjà que très souvent, dans la question institutionnelle, il y a la question du partage, de la justice sociale, de l'accès, il y a la question du temps. Dès qu'on parle d'une institution, c'est quelque chose qui veut traverser le temps, qui veut être là demain. Ça s'inscrit dans ce que Ricoeur pourrait appeler une éthique de la promesse. S'il y a une institution quelque part, c'est que, par exemple, je peux me rattacher à elle à un moment à T+1, T+2, T+3, normalement. Ça raconte ça, l'institution. Je parle de façon ni politicienne, ni science politique. J'essaye de vous dire de façon sensible ce qu'est une institution. Bon. Déjà, vous voyez bien que voilà, ce qui va nous intéresser dans l'institution, alors que souvent c'est ce qui est invisibilisé, ce sont aussi les hommes, ce sont les valeurs qui sont derrière ces institutions. Donc c'est comment l'engagement, les affinités des uns et des autres sont sollicitées dans ces institutions, parce que si cette institution, demain, elle devient simplement de la bureaucratie, est-ce que c'est toujours de l'institution? Ou est-ce qu'on a perdu l'institution? Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire que si l'institution c'est que de la procédure, ça se déclasse, ça se met en danger. Donc nécessairement le niveau d'implication que demande une institution, c'est nécessairement quelque chose qui relève du soin porté à quelque chose, de l'attention portée à quelque chose. Et puis en plus, le soin dans son partage, dans le fait de faire du bien, parce que les institutions, on essaye quand même qu'elles nous fassent du bien, ou au minimum qu'elles protège une certaine idée de l'état de droit. Donc tout ça fait que faire institution, c'est tout d'un coup se dire cette institution, c'est pas une procédure, elle demande mon implication, elle demande que je mette mon corps dans cette histoire-là, et donc faire institution, c'est rentrer dans le participatif, et pas se dire tiens, l'institution, elle fait pour moi ou elle fait à ma place. En fait, c'est une mise en danger de l'institution que de croire ça. Attention, ça ne veut pas dire que l'institution n'a pas la responsabilité. On a toujours cette responsabilité de l'institution envers. Mais malgré tout, nous construisons aussi tous les jours la possibilité pour cette institution de se maintenir. Et c'est cette espèce de, si vous voulez, d'aller-retour qu'on essaye tout simplement ici d'organiser un peu autrement, de raconter autrement, pour qu'il inspire aussi. Parce que oui, il faut que la démocratie reste désirable. C'est sans doute pour certains une insuffisance, mais c'est comme ça. Il faut qu'elle reste désirable pour que les individus aient envie de protéger demain la démocratie au sens d'état de droit. Donc c'est ça, faire institution. C'est se dire, tiens, moi qui fais une entreprise, d'emblée je me dis, je ne fais pas institution. Ben si, une certaine mission de l'entreprise peut faire institution. Voilà, la RSE, le ceci, le cela, c'est-à-dire, vous voyez, donc chacun de son point va essayer de produire un faire institutionnel. Merci beaucoup. Oui, ici. Non, allez-y. Oui. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Et j'avais une question. D'abord, je pense qu'il y a un vrai courage aussi politique à décider de lancer un projet comme ça, où on va co-décider, co-faire, comme ça a été dit tout à l'heure, avec toute une diversité de publics.
Et je me demandais comment vous, en tant que maire, vous serez l'ambassadeur d'une telle démarche, ou comment cette démarche peut être l'ambassadrice d'un mouvement où on fait confiance en fait aux habitants et habitantes, aux professionnels. On fait confiance à l'autre aussi pour avancer. Je pense qu'il y a un vrai sujet de faire briller tout ça parce que malheureusement, il y a d'autres endroits, d'autres communes où on bataille pour faire en sorte que les habitants soient entendus, que leur voix qu'ils ont soit juste audible. Et parfois, ce n'est pas facile. Et donc, on a besoin d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Donc, je me demandais comment vous alliez faire ça. Merci beaucoup. C'est très aimable d'abord à vous de poser la question ainsi. Cynthia vient de le dire sur la question de la participation. En fait, il ne faut pas que ça devienne un gadget ou une manière d'éluder les sujets, en fait. Parce que parfois, j'ai l'impression, quand c'est utilisé, alors je note que plein de grandes entreprises, que l'État, etc., même le Sénat, accompagnent des démarches, et je me dis, bon, s'ils viennent dans ce champ-là, comme c'est quand même des gens qui sont rarement très philanthropes et qui font les choses par hasard, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne les vraies raisons de la perte de confiance, c'est-à-dire que les politiques ne sont plus au service des citoyens en réalité, et donc mènent des politiques qui vont blesser plutôt que réparer. On dit oui, mais c'est parce qu'ils ne savent pas ce que veulent les citoyens, donc si on met en place telle procédure, alors d'un seul coup tout va être résolu, etc. Bon. Donc c'est pas cette méthode-là que moi j'entends. Et pour en venir à votre question, c'est en fait un engagement qui ne peut être que personnel, en fait. C'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'il y ait un modèle, ou même que je puisse être ambassadeur, même si j'aime beaucoup Ferrero Rocher, mais c'est pas ça, c'est la réception chez l'ambassadeur. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la participation, c'est aussi tous les jours. C'est comment on répond aux courriers qu'on reçoit, c'est comment on répond aux mails qu'on reçoit, c'est comment on répond aux questionnements, même le week-end, quand on est présent dans les manifestations, quand on est au marché, comment on écoute les associations. Par exemple, j'ai une élue ici qui a fait 411 réunions l'an dernier avec des associations, ce qui est quand même beaucoup. C'est voilà, c'est tout ça. C'est d'abord ça. C'est-à-dire qu'en tant qu'élu, je pense qu'on doit, à minima, un respect à la population. Et ce respect passe par une présence et une réponse aux demandes qui nous sont faites. Alors après, la démagogie serait que cette réponse aille toujours dans le sens de ce qui nous est demandé, ce qui est aussi un danger pour la démocratie qui est vieille comme la démocratie grecque, la démagogie. Donc il ne s'agit pas de toujours dire oui, mais d'être là, d'écouter, d'être présent, de répondre. C'est déjà un élément important. Ensuite, il y a des process un peu nouveaux, Cynthia l'a évoqué, du type convention citoyenne. Alors nous, par exemple, avec Bruno, qui était, je ne sais pas s'il est toujours là, mais en tout cas, il était là tout à l'heure. Oui, il est là au fond. On a créé ce qu'on appelle les groupes études-projets. C'est-à-dire, par exemple, la crèche ou la maison de la petite enfance. Bon, on pourrait dire, voilà, dans notre bureau, on appelle un architecte, voilà, on appelle la CAF, comme on faisait il y a 30 ans, quoi. On se réunit avec quelques agents et puis c'est parti, on a un projet. Donc là, ce qu'on fait différemment, c'est que dès le début du procès, je vois Stéphanie qui est là, directrice de la petite enfance avec Marido, mais on réunit qui? Les usagers. Alors là, c'est un peu compliqué, la crèche, parce que demander à des bébés de 3 mois ce qu'on doit faire, évidemment, c'est un peu compliqué. Donc on s'adresse plutôt aux parents, aux agents de la crèche qui vont co-designer, co-construire justement cette maison de la petite enfance, non pas adaptée à ce que moi j'aurais pu imaginer de ce que devrait être une maison de la petite enfance du haut de mon élection, mais à partir des demandes réelles et des besoins réels en fait des gens. Vous voyez, donc il y a plein de manières en fait de soigner la démocratie. Ils peuvent pas être uniformes, je pense, non plus selon les territoires. Je pense qu'il y a aussi des traditions culturelles, des habitudes. Voilà, on a chacun une approche différente des choses. Mais en tout cas, c'est un engagement, Cynthia le disait à propos des institutions, je ne crois pas à la confiance fast-food. Je pense que ça prend du temps. Ça prend du temps d'autant plus
qu'elle a été fracassée depuis une trentaine d'années par des politiques qui n'étaient plus en phase avec ce que souhaitaient en particulier les gens. Je pense par exemple au référendum de 2005. Quoi qu'on ait voté à l'époque, c'est quand même très étonnant de demander son avis à l'ensemble du peuple, qui en plus à l'époque avait beaucoup lu, il y avait eu énormément de meetings, de réunions, etc., pour faire ensuite l'inverse. Parce que s'il y a une crise démocratique en France, elle a plein de causes, on ne va pas tout développer, mais quand même 2005, c'est une fracture, quoi. Parce qu'en fait, les gens participent énormément, il y a une participation énorme à ce référendum, et derrière, on fait le contraire. Voilà. Donc, je crois que la confiance qui a été durablement abîmée, elle demande du temps pour être réparée. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être là une fois, deux fois, de répondre. Je pense que les gens, aujourd'hui, le niveau de défiance est tel. D'ailleurs, on voit bien, c'est une question, mais qui ne me surprend pas, parce qu'en fait, elle est le symptôme un peu de cette défiance. Mais on met en place nous-mêmes, alors que personne nous dit qu'il faut le faire, vous voyez, des dispositifs de participation. Et une fois qu'on les a mis en place, les gens nous disent, mais est-ce que vous allez finalement le respecter ou continuer ? D'une certaine façon, la réponse est dans la question. C'est-à-dire que si on les a instaurés, mis en place, mais Cynthia l'a dit tout à l'heure, une institution, c'est la durée qui la constitue aussi. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire une consultation ici et là, etc. Il faut que dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, on en soit toujours à ce type de rapport qui peut-être pourra rétablir une confiance. Mais je reviens à mon premier point, ça ne peut pas être une méthode, simplement. C'est-à-dire que ce qui est en cause, ce n'est pas simplement une méthode, sinon ce serait très simple. Et puis tout le monde aurait la solution. C'est une prise en compte réelle des besoins qui s'expriment. Ce n'est pas imposer quelque chose avec une méthode communicationnelle qui permet d'habiller les choix, qui permet d'avoir organisé telle ou telle réunion. C'est d'être aussi réellement à l'écoute des besoins sociaux, en fait. Voilà. Et je pense que voilà, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail compliqué. On vit aussi dans un monde maintenant où pour les élus, mais pour des tas de professionnels, c'est le même sujet. Je pense à l'école et à plein d'autres institutions, où les gens sont quand même dans un bain médiatique des réseaux sociaux, voilà, qui les façonnent également. Et que ce n'est pas facile d'aller les chercher non plus pour réparer ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi, c'est un peu ce que disent les enseignants, je vais vous dire un peu comme eux, oui, quand j'ai les enfants ou les élèves ou les grands à l'université en face de moi, j'arrive à faire passer un certain nombre de messages, mais quand ils reviennent ensuite plongés dans un bain d'informations un peu différent, eh ben, je repère un peu ce que j'ai essayé de construire. Et c'est pour ça qu'il faut aussi du temps. Je ne vais pas m'attarder sur des anecdotes locales, mais par exemple, on a au sein du conseil municipal quelqu'un qui est sur des thèses dites complotistes. Alors, il ne faut pas penser que les thèses complotistes, ce serait dû au fait que les gens sont stupides, mal informés, que nous, on est beaucoup plus intelligents, etc. C'est simplement un des symptômes de cette perte de confiance. C'est-à-dire que les gens ont l'information, bien sûr, qu'ils peuvent la trouver, surtout aujourd'hui, c'est quand même assez accessible, mais ils ont tellement perdu confiance dans les institutions, et Cynthia parlait de la Covid aussi, la manière dont a été gérée cette crise a été tellement brutale, adémocratique, je ne dirais pas antidémocratique, mais adémocratique, que ça a renforcé encore cette défiance. On le voit dans toute une série de pays. On a quand même un ministre de la Santé aujourd'hui aux États-Unis qui vous explique qu'il ne faut pas vacciner les gens, quoi. Bon. Donc on voit que un vice-président qui pense que la Terre est plate, etc. Donc vous voyez, c'est pas simplement telle ou telle personne localement qui aurait un peu perdu la boule ou je ne sais quoi. Bon, on a tendance à folkloriser un peu ce phénomène, mais c'est le symptôme d'une défiance beaucoup plus globale qui fait que les canaux d'information, même pertinents, ne sont pas compris en fait, ne sont pas reçus. Voilà. Donc pour répondre et conclure, la confiance, ça prend du temps, quoi. Je crois qu'il y avait quelqu'un à côté. Non, c'est de l'autre côté, pardon. Sous l'arbre. Voilà, monsieur là-bas, sous l'arbre. Je
Je voulais revenir sur votre définition des institutions, parce que je trouvais ça intéressant. Non pas que tout le reste n'était pas intéressant, au contraire. Hein, mais du coup, c'est vrai que ça m'a interpellé. Vous avez mis en opposition le fait de pouvoir s'approprier les institutions, de pouvoir faire institution par l'entreprise, par notre travail, par tout ce que l'on fait de façon générale. Et vous l'avez mis en opposition aux procédures, à l'image procédurale des institutions. Peut-être que j'ai mal compris. Hein. Et en même temps, quand vous parlez aujourd'hui de ce qui est mis en place pour la ville Forêt, alors je vais peut-être grossir le trait, mais ça me donne l'impression que Saint-Médard-en-Jalles est une ville cobaye. Et dans ce cas-là, quelles sont les étapes que vous voyez par la suite? Vous utilisez également une procédure. Donc, en fait, ce que je demandais, c'est un éclaircissement par rapport à ce point-là. Oui, Merci. non, j'ai pas mis en. J'ai dit si ça ne devient que des procédures. Donc, ça veut dire que si tout d'un coup vous n'avez que des procédures, que des process, ce qu'on connaît très très bien dans les questions bureaucratiques. Mais on sait très bien que si vous voulez, à partir d'un moment où vous avez un système organisationnel, vous allez produire un certain type de règles, de procédures, de protocoles, de process, etc. Donc l'enjeu, c'est en revanche d'essayer d'avoir toujours, et c'est ce que raconte la clinique institutionnelle, d'avoir une possibilité de toujours être en situation réflexive par rapport à ces procédures. Donc ça, si vous voulez, la messe est dite, hein, parce que je ne vais pas vous faire... mais la réalité, c'est que ce qu'on appelle la clinique institutionnelle n'existe quasiment plus aujourd'hui. On considère que réfléchir sur la manière dont on produit son travail, ça n'a pas de sens. Donc, si vous voulez, il n'y a pas du temps à dédier à ça, on n'a pas le temps pour penser ce qu'on est, quoi. Bon, moi, je pense qu'au contraire, si une procédure perd son accès à sa propre réflexivité, on est mort. C'est fini, ça tient... Bon. Et en plus, c'est des outils qui deviennent assez vite obsolètes, très contraignants, qui rajoutent du temps, de la fatigue, de la souffrance, enfin bref. Donc non, je ne suis absolument pas opposée aux procédures, il les faut. Je veux juste qu'on puisse les penser, les réformer, les changer, les rendre plus légères parfois ceci. Voilà. Et donc, nous, on fonctionne, alors c'est pas le terme qu'on utilise, mais on parle de protocole, mais c'est la même chose. Sauf que, bon, dans le protocole, il y a un côté un peu plus fabrique. Voilà, et qui montre d'ailleurs le côté plus éphémère de la chose et qui montre le côté plus plastique peut-être dans la notion de protocole. Mais encore une fois, moi je ne fais pas une querelle de mots, donc je veux bien... Donc non, le but n'est pas, encore une fois, d'opposer, c'est simplement de reproduire un petit peu plus de... Voilà, vous trouvez les mots qui vous vont, mais plus de plasticité... Déjà, si vous voulez, de considérer, par exemple, nous, à la chaire de philosophie, on ne fonctionne qu'en activant ce qu'on appelle l'agentivité de toutes les parties prenantes. Donc, par exemple, on ne fait que... on parle de fonction soignante en partage, c'est-à-dire qu'on va considérer que le soin n'est pas, si vous voulez, la création des soignants. Non. Voilà, on considère que le soin, c'est la création commune des soignants, des soignés, de toutes les parties prenantes, des familles, etc. Donc c'est une fonction soignante en partage, et que donc il n'y a pas ceux qui sont dépositaires d'une réflexion, d'une agentivité, et puis les autres qui s'alignent et ne pensent pas. Donc c'est pour ça qu'on essaye véritablement de redéployer la théorie de la conception et de faire en sorte que chacun puisse revenir à cette théorie de la conception, mais avec certaines règles, pas n'importe comment. Donc on est très normatif, sauf que cette normativité, elle est co-construite. Mais on n'est pas du tout, on est des gens très sérieux. Et donc on produit, on a en plus une obligation d'evidence-based. Donc nous, derrière, faut produire des indicateurs, faut démontrer quand même que ça marche et que c'est pas simplement
nous, ça nous fait plaisir, il faut que ce soit pérenne, il faut que d'autres qui arrivent, qui ne connaissent pas le contexte, puissent se saisir de l'outil et dire « Ah tiens, ça peut m'inspirer et je peux en faire quelque chose », même si profondément, encore une fois, je pense que l'intérêt de ces démarches, de ces protocoles-là, c'est de montrer que demain, les passages à l'échelle ne peuvent plus être de l'ordre de la massification. C'est fini. La standardisation, la massification comme seule façon de passer à l'échelle, c'est totalement antinomique de la réalité des limites planétaires, etc., etc. Donc on ne peut pas passer à l'échelle. Donc passer à l'échelle, c'est essentiel pour la question de la justice sociale, mais on ne peut plus passer à l'échelle comme on l'a fait dans les années 50. C'est totalement, en termes d'externalité négative, c'est délirant. Donc, il faut qu'on passe à l'échelle, mais qu'en même temps, on produise des protocoles qui ont quand même une très grande part endogène. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est cet enjeu, si vous voulez, d'autres l'ont dit dans les actes 1, 2, 3 de la décentralisation, etc. C'est-à-dire comment on fabrique du commun, et pas des fiefs délirants chacun de leur côté. Donc, comment on produit du commun. Donc, on reste dans cette démarche d'être une démocratie républicaine, etc. Et en même temps, comment on pense l'endogène quand même, la spécificité, le besoin local qui est un tout petit peu différent de celui qui est plus long. C'est comme ça, c'est obligatoire. Et ça, si vous voulez, le design qui est une capacité de conception, de négociation et surtout d'articulation très fine entre le quantitatif et le qualitatif, c'est pour ça que c'est un outil intéressant pour la politique. Oui, juste pour apporter peut-être un... Parce que le mot m'a fait réagir, même si je comprends tout à fait, bien sûr, qu'il soit utilisé. Mais je voudrais rassurer tout le monde, nous ne sommes pas des cobayes. Hein, voilà. Je n'ai pas une tête de hamster, pas encore en tout cas. Voilà. Non, mais je réagis parce qu'il ne faudrait pas qu'on donne le sentiment qu'on est parti dans un truc totalement fumeux, etc. Je voudrais rassurer tout le monde, hein, nos services publics fonctionnent, la mairie respecte les règles, le conseil municipal se réunit, etc. Simplement, la démarche que nous nous sommes posée avec l'équipe municipale, que je remercie, hein, tous les élus présents, on a décidé de s'engager, je crois, il y a 2 ans, lors d'un séminaire autour, parce qu'on s'est posé la question, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut ensemble, quoi. Et c'est cette idée du soin qui est venue. On s'est aperçu qu'à travers toutes nos actions, c'était le soin qui ressortait finalement comme une sorte de fil conducteur. On entretenait le patrimoine, les espaces naturels, on avait une préoccupation sociale, la culture la plus gratuite possible et la plus disponible possible, etc. Et on s'est dit finalement, c'est ça le fil conducteur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en même temps, les événements nous obligent, en même temps que la machine fonctionne, si j'ose dire, hein, qu'on produit des décisions, qu'on produit de l'action, que voilà, il y a des réalisations, on est en train de construire une maison de la petite enfance, etc. Mais on ne peut pas ouvrir les journaux tous les matins pour entendre qu'il y a une crise de l'hôpital, qu'il y a une crise de la santé, qu'il y a une crise de la démocratie, qu'il y a une montée du vote d'extrême droite, de l'abstention, etc., etc., qu'il y a la crise climatique, bien sûr, et se dire, bon, continuons comme d'habitude. Et donc, c'est ça, en fait, le pas de côté. C'est-à-dire qu'on est obligé d'agir avec ce qu'est le monde aujourd'hui, tel qu'il est, avec un certain nombre de lois, de règles, etc., de process. Mais on sait que si nous voulons passer le cap du siècle qui vient, il va falloir aussi changer des choses. Voilà. Et ça ne se fait pas comme ça en claquant dans les doigts. Donc ça demande en effet de la méthode, de la réflexion, du travail, de la durée pour faire évoluer la manière dont peut-être les institutions ont l'habitude de fonctionner. Voilà. Donc c'est pas cobaye, on est pleinement respectueux de la République, des engagements et des responsabilités qui sont les nôtres, et en même temps conscient que le monde de demain ne peut pas être celui d'hier et qu'on doit donc participer à une réflexion sur comment nous devons les uns et les autres travailler différemment peut-être que nous ne l'avons fait jusqu'alors. Voilà. Antoine, je crois que tu... Oui, juste peut-être aussi donner un élément par rapport à la question sur la procédure. En fait, ce qu'il y a, c'est que la procédure paraît être quelque chose qui est un peu figé, un peu linéaire, et dans lequel il va arriver un événement
un citoyen va demander quelque chose, l'environnement, voilà, et ça va être résolu par la procédure. En fait, et cette espèce de ligne droite dans laquelle on pourrait espérer que l'équation soit toujours stable, et donc cette équation étant stable, la procédure va régler le problème et le citoyen va pouvoir finalement mettre juste le problème dans la procédure pour que ce soit résolu. Aujourd'hui, ça ne marche plus en fait, parce que la procédure est confrontée à des situations qu'on ignore, et elles sont de plus en plus nombreuses. Et elles sont effectivement climatiques, sociales, démocratiques. Donc en fait, il y a tout un élan à retrouver pour voir comment finalement la manière dont on perçoit ce soutien d'une forme de procédure gagne une espèce de plasticité, c'est comme ça que je le dirais, une espèce de souplesse, une espèce de qualité d'écoute, d'adaptation, de conception en direct, qui est complètement différente. On voit bien les procédures versus le Covid, ou la Covid, ou les procédures versus ce qui s'est passé en 2022 dans la région, ne fonctionnent pas en fait, parce qu'il n'y a pas les éléments qui seraient mis dans la problématique d'ingénierie ne marchent pas. Donc c'est une réinvention assez profonde en fait, et c'est normal que ça soit déstabilisant, et je pense que ça l'est un peu au quotidien, mais c'est en acceptant d'être un peu déstabilisé, de voir comment on peut avoir des parts d'improvisation créative quand ça arrive. C'est ça que les études montrent, quand arrive telle ou telle catastrophe climatique. Il y a une question de créativité qui arrive, qui est très très forte. Il faut arriver à la soutenir, cette créativité. Monsieur là, avec la chemisette blanche sous l'arbre ou presque. Oui, bonsoir et merci. Je trouve que vos travaux sont intéressants. D'ailleurs, j'ai le rythme cardiaque qui a baissé depuis que je suis arrivé, donc c'est bon signe. Ça fait du bien, je me sens apaisé. Néanmoins, bon, je trouve que c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on sait que chez les Français, la commune, ça veut dire quelque chose. Je crois que de mémoire, il y a 72 000 communes en Europe. La moitié se situe en France. Donc c'est la réponse de proximité sur la réponse aux besoins. Et donc c'est un lien social impératif. Et on sait que les communes ont de plus en plus de difficultés à fonctionner et à apporter une partie des réponses aux besoins, parce que le guichet est toujours ouvert, contrairement à la Poste ou à la SNCF. Et donc on reçoit les sarcasmes, les colibés, et pas toujours la possibilité d'y répondre, parce qu'il y a la contractualisation, il y a tout un tas de baisses de moyens qui sont en cours. Et c'est là ma question, parce que est-ce que ces travaux-là, quelque part, qui existent, mais quand ils sont galvaudés, ils sont contre-productifs? On l'a vu avec la conférence citoyenne après les Gilets jaunes, où un certain nombre de choses ont été mises sur la table. Et quand on regarde ce qui est écrit dans les cahiers de doléances, on se rend compte que ça a du sens, et que c'est sûrement ce que vous entendez, vous, ici, à la commune. Mais on se heurte aux politiques libérales et d'austérité. Et quelque part, est-ce que de remettre comme ça le citoyen au cœur de l'action publique, c'est pas un moyen demain de l'amener à se mobiliser pour obtenir davantage de moyens? Parce que le risque de tout ça, si on n'arrive pas à faire cette équation-là, c'est que quelque part, dans une certaine mesure, on peut décevoir, parce qu'on n'aura pas les moyens d'aller au bout de ce qu'on a à entreprendre. Et la deuxième question, c'est quel impact de l'intelligence artificielle et du numérique? J'ai en mémoire encore le film de Ken Loach, Moi, Daniel Blake, où il devient fou, il finit par avoir un infarctus, parce qu'il veut aller au job center trouver un boulot, et c'est que la machine qui lui répond. C'est que la machine. Et quel impact demain, avec une montée en puissance du numérique, qui là aussi se fera plutôt version Elon Musk que Stéphane Delpera, quoi. Merci beaucoup. Moi, je vais répondre peut-être sur les moyens, et puis Cynthia, je pense, sur les conséquences de la numérisation, de l'IA et autres. Je pense que dans cette question des moyens, on ne peut pas attendre que les moyens viennent nous aider, parce que s'il n'y a pas un désir d'abord de démocratie et d'action commune, d'action collective, eh bien les gens, il s'agit d'impôts finalement, il s'agit de redistribution des richesses. Aujourd'hui, le réflexe premier, alors que tous les jours, les citoyens nous disent qu'il faudrait plus de moyens à l'hôpital, il faudrait plus de policiers,
il ne faudrait pas que notre classe ferme, il faut plus d'enseignants, etc., etc. Dans le même mouvement, vous disent on ne veut plus payer d'impôts, moins d'impôts, parce qu'ils ont très bien intériorisé, en fait, que y avait une catégorie de la population qui n'avait pas le choix, qui devait payer des impôts, et puis qui avait toute ce qu'on appelle la sécession des riches, hein, des gens qui s'étaient exonérés de la responsabilité collective, qui menacent même de quitter le pays quand on leur parle d'une taxe XY, ce qui est quand même juste hallucinant, hein, entre parenthèses. Je sais pas, ça passe maintenant crème, alors que c'est quand même quelque chose qui est presque incroyable. C'est-à-dire que les gens disent moi, ma citoyenneté, mon pays, etc., ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste que je vais payer ou pas, quoi, et qui sont prêts à quitter le navire, le cas échéant, ce qui est quand même un sujet en démocratie très préoccupant. Je dis ça parce que vous savez que la dette est devenue en ce moment un sujet majeur. Il ne faut pas la négliger, bien sûr, mais sans entrer dans des auteurs qui pourraient être soupçonnés de tel ou parti pris politique. Vous prenez les rapports de la Cour des comptes sur le sujet, c'est très clair. En fait, l'évolution des dépenses publiques de ces 15 dernières années, ce n'est pas l'État qui dépenserait plus, qui ferait n'importe quoi, ou les collectivités. Il y a une augmentation, oui, des dépenses de santé et de retraite qui sont liées à une évolution démographique. On a à la fois les progrès médicaux, donc un allongement de la durée de la vie, donc un coût de plus en plus grand à prendre en charge, idem pour les retraites, les gens vivent plus longtemps, etc. Voilà, c'est les deux postes qui augmentent. Pour le reste, on a une stabilité des dépenses publiques. En fait, je crois qu'on est sur une évolution de 1,1. Vous voyez, on est sur quand même quelque chose d'inférieur à l'inflation. Ce qui s'est effondré, c'est les recettes. Voilà. Je veux dire, prenez une commune. Moi, la première fois, j'ai été élu maire d'une toute petite commune des Landes de moins de 500 habitants. À l'époque, il y avait la taxe d'habitation. Il y avait la taxe professionnelle. Les deux ont disparu aujourd'hui. On reste avec la taxe foncière qui fait qu'en plus, quand on parle de construire du commun, il y a une partie des gens qui payent l'impôt, l'autre qui ne paie plus d'impôt. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas propriétaire ne paye pas la taxe foncière, donc il ne paye plus d'impôt. Donc les gens commencent à dire mais comment un tel ne paye pas alors que moi je paye, etc. Bon. Donc on crée de l'inégalité, de la division, on affaiblit la démocratie. Et donc effectivement, les moyens, je vais vous donner un chiffre tout bête, hein, la dotation de l'État à Saint-Médard, en 2018, c'était 3,4 millions à peu près. On va être à 0 cette année. Voilà de quoi on parle très concrètement. C'est l'équivalent de l'épargne qu'on dégage. Donc en effet, on est dans un process où il faut répondre à plus de besoins sociaux et à la nécessité de retisser un lien social démocratique qui passe par des interventions. Je ne vais pas en faire la liste, mais vous avez sûrement des idées. Alors que dans la même période, on voit s'effondrer en effet nos recettes. Donc c'est un débat qu'on ne pourra pas écarter parce que les gens disent toujours il faut faire les formules managériales à 2 balles, il faut faire mieux avec moins, enfin tout ce baratin, etc. Mais il y a un moment où ça a quand même ses limites, si vous voulez, où on ne peut pas faire école sans enseignants, assurer la tranquillité sans policiers, être aux urgences, accueillir les gens à l'hôpital sans médecin, enfin, etc. Bon, voilà. Donc, en effet, c'est quelque chose qu'il faut aussi retisser. Mais ce que je voulais dire, c'est que si vous demandez spontanément aux gens, aujourd'hui, l'injustice est tellement ressentie d'inégalité, en fait, de traitement, c'est-à-dire le sentiment que les plus riches échappent à l'impôt, qu'il y a des grandes inégalités, que spontanément, ils ne vont pas vous dire « nous, on est prêts à donner plus de moyens ». Voilà. Et donc, ils ne vont pas forcément mener cette bataille avec vous. Donc, il faut aussi leur redonner confiance et envie de mener des politiques publiques dans lesquelles ils puissent adhérer et dans lesquelles ils puissent trouver un intérêt. Un dernier mot là-dessus, parce qu'on vous baratine beaucoup que la France est le pays le plus imposé de dépenses, etc. Il y a juste quelque chose qui n'est pas dit. C'est que l'essentiel de cette contribution, c'est le financement de la protection sociale, en fait. Retraite, santé, c'est ça le prélèvement majeur en France aujourd'hui. Mais si vous êtes américain, peut-être que vous allez avoir moins de cotisations en effet à payer à la fin du mois, mais vous allez avoir une assurance très très chère à payer. Vous allez devoir payer pour l'université pour vos enfants, etc. Donc il faut quand même se sortir de l'idée qu'il y aurait des pays... Nous, on a fait le choix de mutualiser en fait, par l'impôt. D'autres pays ont fait le choix de payer.
Ceux qui peuvent ont accès aux services, ceux qui ne peuvent pas, ils n'ont pas accès aux services. Donc cette question de l'impôt, en effet, dans la reconstitution d'un commun démocratique, elle va à un moment devoir se poser. D'ailleurs, vous avez remarqué que le gouvernement, à chaque fois, celui-là et d'autres avant, je ne veux pas cibler, mais chaque fois qu'on leur parle, quand ils eux-mêmes abordent la question du déficit et de la dette, il faudrait peut-être, plutôt que de passer la retraite de 64 à 62, augmenter légèrement les cotisations patronales, c'est devenu un tabou absolu. Et donc, tout l'effort va porter une nouvelle fois sur les plus vulnérables au nom de ce présupposé que les gens ne veulent plus du tout participer à l'effort collectif. Voilà, donc c'est une question complexe en fait. Il n'y a pas forcément de réponse simple à cette question des moyens, mais en tout cas elle est là. Oui, c'est l'éléphant dans la pièce aussi quand même. Oui, sur la question de l'IA, c'est une immense question. Donc en plus, c'est une question méta. Donc on sait parce que aujourd'hui, si je prends simplement le domaine de la santé, mais bon, c'est partout. La santé, si vous voulez, l'IA aujourd'hui, en termes de diagnostic, quasiment sur beaucoup de pathologies, de disciplines, en termes de pronostic, en termes de chirurgie robotique, en termes d'aide à la décision médicale, en termes de copilotage du parcours de soins. Alors ça, c'est une chose qui est intéressante, c'est-à-dire que l'IA demain prendra tous les rendez-vous et va coordonner tout notre parcours de soins plus aisément que nous. Donc ça, c'est pourquoi pas. C'est tout à fait intéressant, le monitoring, tout ce qui concerne la surveillance épidémiologique, populationnelle. Enfin, si vous voulez, l'IA aujourd'hui, elle donne des résultats meilleurs, très très importants, considérables. Et si elle ne fait pas disparaître des métiers, elle fait disparaître des tâches entières, des pans de tâches entières à l'intérieur des métiers. Et donc, de toute façon, elle oblige tous les métiers, et pour certains de façon dure, à se reconfigurer, à penser de nouveaux types de compétences que l'IA ne va pas tout de suite contrecarrer, etc. Et voilà, sur et chaque discipline, tous les jours, fait l'expérience de sa déception en disant « Moi, je pensais que, mon Dieu, mais l'IA, jamais la philosophie, jamais les méta-analyses. » Bon, aujourd'hui, il n'y a pas un papier de scientifique qui n'est pas co-édité avec une IA et plusieurs IA. Et donc, ils signent avec les IA. Ils signent en disant ce chapitre, ces résultats, cette méta-analyse. Nous, une méta-analyse, ça mettait avant 1 mois, 2 mois. Bon, aujourd'hui, ça met 15 minutes. Même pas. Donc, alors, bien évidemment, il faut corriger derrière, il faut vérifier, parce que l'IA, elle est pas toujours avec des données robustes, mais enfin, il y a des IA qui sont intégralement sur des corpus très sérieux. Vous prenez des consensus, etc., des IA comme ça, et qui donc vont produire en très très peu de temps des méta-analyses tout à fait opérationnelles, conséquentes, etc. Donc bien évidemment que tout ce qui est le plus qualitatif se saisit aussi de l'IA aujourd'hui comme des métiers qui étaient plus sur moins quali, si j'ose dire. Donc ça, c'est des questions... Oui, il va falloir demain, sans doute, peut-être, défendre un quota d'humains dans les entreprises. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous voulez, ce n'est pas des questions improbables. Parce que de croire que nous allons tout de suite trouver la juste combinaison de l'articulation de complémentarité entre l'intelligence humaine et les IA, oui, bien sûr, mais il va y avoir quelques ratés. Donc, on le voit, déjà, vous avez tous vu, il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a même pas 1 an, quantité de jobs qui se faisaient chanter je ne sais combien de ressources en 1 seconde parce qu'on estimait que l'IA allait faire cela. Donc, c'est notre enjeu. Nous, on a travaillé avec d'autres sur la question de la garantie humaine de l'IA, parce qu'en plus, il y a toute la question de la boîte noire, des biais, du renforcement des fractures et des injustices par précisément un outil IA pas assez critiqué, transparent, co-designé justement de façon éthique, etc. Bon, voilà, il y a beaucoup de questions. Donc, c'est en même temps des questions qui vont demander
plus d'intelligence, donc des humains, pour y travailler. Donc c'est ça l'aspect intéressant. Mais juste pour vous dire un exemple, nous, humanité, clinique, etc., on ne s'était pas tout de suite posé la question, on travaille bien sûr avec les IA, mais on ne s'était pas posé la question de créer notre propre IA. Et en fait, aujourd'hui, oui, on nous demande de créer notre propre IA parce que ça ne coûte pas si cher. Bon, ça coûte aujourd'hui 200 000 € de créer une IA que vous allez entraîner avec des process, bien sûr, qui sont déjà en open, comment dire, license, etc. Mais ensuite, vous la faites travailler uniquement sur un corpus que vous trouvez important. Nous, en l'occurrence, comment produire des proof of care, des protocoles, etc. Et donc, demain, vous pouvez avoir un service qui, si on met en place cette IA, utilisera cette IA pour dire, bah, tiens, moi, dans mon service, quand je veux faire un protocole de soins qui met en place des humanités cliniques, est-ce que vous pouvez me sortir la méthodo, qu'est-ce que je dois aller chercher, mes indicateurs, etc. Et en une seconde, il aura son protocole. Sinon, on a créé cette IA. Donc derrière, ça permettra d'une certaine manière de dire, bah, tiens, les humanités cliniques, je ne sais pas du tout ce que c'est, bah, là, en une seconde, je sais ce que c'est, je les traduis pour ma pathologie, mon oncologie clinique, etc. etc. Donc, bien évidemment qu'on va la faire, notre IA. Vous voyez, donc, alors que je n'y pensais pas dans un premier temps. Alors, il y avait d'autres questions. Oui, Bruno, qui est là-bas, tout au fond. Ouais, j'avais une question pour Cynthia et Antoine. On voit qu'à Saint-Médard, là, on fait quelque chose d'un peu novateur. Et je voulais savoir si vous aviez des références un peu dans d'autres pays, dans d'autres territoires, où il y a des choses comme ça qui soient passées, voilà, et voir comment ce travail sur le temps long, il a pu se mettre en place, se réussir, et les biais aussi, peut-être, sur lesquels ils sont tombés. Oui, il y a pas mal d'expérimentations différentes. Alors souvent, si vous voulez trouver des expérimentations très fortes, c'est souvent dans des endroits ou des lieux qui sont effondrés soudainement. Donc par exemple, vous avez des très très beaux, des très belles études et des très beaux cas, par exemple à Détroit, aux États-Unis, avec l'effondrement de la ville qui a été en cessation de paiement et qui a d'un coup, les supermarchés ont fermé. Et donc les citoyens ont eu faim. Donc il y a eu un besoin soudain de recréer des jardins partagés, de recréer des savoirs potagers, etc. etc. Ça, c'est un exemple, voilà, dans un mode occidental. Et vous avez par exemple un très bel exemple en Sibérie, l'effondrement de l'URSS. Si vous lisez Nastasia Martin, par exemple, qui est une anthropologue, qui a étudié comment dans des villages de l'extrême nord de Sibérie, où il y avait des pharmacies, des supermarchés, etc. Avec l'effondrement de l'URSS, quasiment en 2 semaines, il n'y avait plus rien. Et donc, ça raconte l'histoire d'une famille qui décide, non pas pour retourner en arrière, mais pour essayer de vivre, de retourner dans la forêt. Et de voir comment ils sont arrivés à recréer des situations sociales, d'entraide, de production, de subsistance sur des départs d'effondrement. Moi, je trouve que c'est souvent les images qui sont les plus fortes parce que c'est comme si c'était des accélérés d'un processus, quoi. Et donc là, il y a des choses qui se mettent en place, des modes de travail, de collaboration, etc., qui deviennent soudainement, qui doivent apparaître soudainement, autrement les gens crèvent de la situation, quoi. Oui, non, il y a énormément de choses. Hein. Il y a énormément de choses. Alors, depuis quantité d'années, mais si on prend simplement après la Deuxième Guerre mondiale, il y a d'expérimentation avec plus ou moins de pérennité. Ça va de la construction d'éco-quartiers particuliers, ça va jusqu'à des utopies particulières, des micro-États qui sont en fait des tout petits endroits, mais qui sont répertoriés, qui se mettent ensemble, qui produisent, qui vont mutualiser ou pas telle ou telle monnaie alternative. Enfin, donc il y a des exemples très très poussés avec plus ou moins de robustesse. Donc je ne peux pas vous faire toute la liste, mais partout.
alors dans tout l'Occident bien évidemment, mais pas que, en quantité de pays des Suds aussi. Et donc c'est très intéressant au contraire de faire un état de l'art de tous ces endroits, avec certains qui ont tenu l'utopie jusqu'à Auroville ou d'autres. Enfin bref, il y a quantité de choses, mais pourtant c'est du minoritaire. C'est du minoritaire et on gagnerait sans doute à se saisir beaucoup plus de ces expérimentations parce que oui, elles ont une robustesse assez efficace, avérée, et souvent on les folklorise beaucoup, ce qui est dommage parce qu'on passe à côté de quantité de savoirs autochtones au sens très générique du terme, si vous voulez. Donc oui, la réponse est oui, il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, même en France, il y a la France en plus est assez... elle a une vraie... si vous voulez, c'est un des endroits en France où il y a le plus de Fab Lab, il y a le plus d'associations. Il y a une vie associative extrêmement forte, les tiers-lieux de soins qui se démultiplient, les tiers-lieux tout court. Donc on a quand même naturellement une culture française de l'expérimentation assez forte, sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. En revanche, qu'on la coordonne plus, qu'on lui donne des protocoles, des méthodes et qu'on soit justement plus fort dans la fabrique du commun, ça c'est une étape qui peut être renforcée demain. Merci. Je regardais, c'est magnifique derrière le Bourdieu avec le soleil là, qui descend. Donc pour des contraintes logistiques, on va prendre vraiment une toute dernière question parce que Cynthia doit être, je sais plus, à Aix demain ou je ne sais où. Enfin voilà. Donc bref, il y a des trains. Voilà. Donc on ne peut pas poursuivre beaucoup plus longtemps. Je vous signale que Lara, donc la librairie Nouveau Chapitre, juste derrière vous, a eu l'amabilité de commander un certain nombre d'ouvrages qui ont un lien avec Cynthia, Antoine et au débat de ce soir. Donc faites-en très bon usage. Voilà. Et puis donc une dernière question. Oui. Moi j'avais une question sur la façon par laquelle on peut embarquer les citoyens. Donc on a beaucoup parlé de la responsabilité du politique, mais il y a aussi la responsabilité des institutionnels. Je pense notamment à l'isomorphisme institutionnel de Di Maggio et Poel qui dit que en fait, quand des entreprises qui parlent du même domaine, elles finissent par avoir la même culture finalement. Et je crois qu'en tant qu'agent de la fonction publique et fonctionnaire, on parle le même langage, mais qui n'est pas celui des citoyens. Et donc, par des activités comme celles qui ont été faites avec les enfants en primaire, en EHPAD, on essaie d'aller vers. Mais jusqu'où on peut aller dans cette notion d'aller vers? Et il y a aussi des gens qui ne sont pas en EHPAD, des parents qui déposent leurs enfants, mais qui ne viennent pas après forcément aux réunions scolaires. Donc comment ces gens-là, qui sont vraiment isolés en dehors de nos réunions comme celle-ci, on peut réussir à les ramener ou aller vers eux, mais jusqu'où et dans quelles limites? Bon, le micro m'a été tendu. Merci. Alors, je vais faire une réponse qui concerne mon travail et précisément mon engagement. Effectivement, les gens avec qui je travaille à la ferme n'ont pas le temps de venir ici ou dans d'autres réunions publiques citoyennes parce que dans une ferme où on cherche l'autonomie, on n'a pas le temps, vraiment. C'est pas une question de mauvaise volonté. Et ce n'est pas des gens qui sont politisés à l'extrême, mais c'est des gens qui ont une politique quotidienne extrême. Et je pense que le rôle que l'on peut avoir, c'est d'aller sur les terrains, partager cette sueur. C'est-à-dire qu'on peut toujours demander aux gens de venir, leur donner le plus possible mais je ne crois pas qu'il y ait d'autre meilleure solution que d'y aller et de mettre les mains dans la terre et de voir ce que c'est en fait. D'avoir mal au corps, de ne pas avoir le temps, de travailler le samedi, le dimanche et d'avoir beaucoup d'autres joies par ailleurs. Mais en tout cas, c'est un terrain du partage de cette sueur qui me semble être celui de ce que vous évoquez. Pardon. Merci beaucoup d'avoir été nombreuses et nombreux, malgré un horaire pas toujours facile. À 18h, c'est un peu difficile de s'échapper du travail. Merci beaucoup, Cynthia et Antoine, pour ces éclairages extrêmement intéressants et qui nous amènent à poursuivre cette réflexion ensemble, je l'espère.
Merci beaucoup à Cynthia, Antoine, Marcella également, et à toute l'équipe d'avoir accepté de s'embarquer avec nous sur ce bateau, parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel de pouvoir bénéficier de ce niveau d'expertise et d'engagement. Et moi, je suis très ému qu'ils s'intéressent ainsi à notre ville, parce que c'est une ville dont on est forcément, nous, amoureux. Mais pour eux, ce n'est pas forcément évident, même si je vois bien que petit à petit, il y a un attachement qui se crée et un lien. Mais c'est justement ça, c'est de retisser des liens. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée à toutes et à tous.